Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Le 7 mars dernier, lors d'une conférence de presse, Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, a répondu aux questions des journalistes sur la politique étrangère et les relations extérieures de la Chine. Interrogé sur les reportages occidentaux visant la Chine, Wang Yi a cité l'écrivain français Maxime Vivas, auteur d'un livre sur ses expériences au Xinjiang, dans lequel il dresse un portrait objectif de la région, loin des allégations mensongères de certains médias occidentaux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Maxime Vivas qui va nous raconter ses voyages au Xinjiang, mais aussi nous faire partager son analyse sur la situation dans la région et la question des droits de l'homme en Chine. Bonjour M. Vivas. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Je suis très heureux d'être avec vous pour pouvoir parler au public chinois. L'année dernière, vous avez publié un livre intitulé « Ouïghours pour en finir avec les fake news ». Comment est née l'idée d'écrire ce livre? Alors en fait, c'est une vieille idée. Moi, je suis allé en Chine pour la première fois en 2008 parce que j'avais un fils qui habitait à Pékin depuis un an et il nous avait invités à aller visiter la Chine. Et ce qu'on a vu en Chine, ça ne correspondait pas du tout à la vision qu'on avait de la Chine vue de France. Et ça nous a beaucoup surpris de voir cette Chine modernisée. On a vu Pékin, mais aussi d'autres villes chinoises, et on a vu des choses qui ne correspondaient pas à la vision qu'on avait d'une Chine. On en était un petit peu resté à la Chine de Mao, alors qu'évidemment, c'est une Chine tout à fait différente et très développée. Et donc, il y a ça qui m'avait beaucoup intéressé. J'avais écrit des articles sur mon site d'information alternative, Le Grand Soir, et cela a attiré l'attention je pense, de l'ambassade de Chine en France, qui m'a invité à faire un voyage au Tibet avec deux grands reporters des deux plus grands quotidiens français, qui sont Le Monde et Le Figaro. Et on était partis au Tibet, tous les trois, pour voir ce qu'on nous racontait en France, c'est-à-dire une région chinoise dans laquelle la langue tibétaine était interdite, la religion était opprimée, et puis il y avait un génocide, et donc c'est pas ce qu'on a vu, donc c'est pas ce qu'on a raconté, ce n'est pas ce qu'ont écrit les journalistes du Figaro et du Monde dans leur journal. Et moi j'ai fait un livre qui s'appelle Dalai Lama Pacizen, et qui raconte la vérité sur ce que j'ai vu au Tibet. Et les mensonges qu'on racontait dans les médias à l'époque sur le Tibet sont les mêmes que ceux qu'on raconte aujourd'hui sur le Xinjiang. C'est assez frappant. Je pense que les ennemis de la Chine manquent un peu d'imagination. Et il s'est trouvé que mon livre sur le Dalai Lama, qui a été traduit en 6 langues, qui a été édité y compris aux États-Unis d'Amérique, a attiré l'attention des autorités chinoises. Et j'ai été invité en 2016 à participer à un voyage au Xinjiang avec 40 journalistes de 20 nationalités différentes. Et là aussi, j'ai fait des articles sur ce que j'ai vu au Xinjiang et qui contredisaient ce qu'écrivaient les médias français. Et en 2018, j'ai été invité à nouveau à me rendre en Chine, au Xinjiang. C'est le Bingtuan qui m'a invité. J'y suis allé cette fois avec ma compagne, ce qui a été très utile parce qu'elle parle mieux d'anglais que moi. Moi, je ne parle pas beaucoup anglais. Et donc, nous avons visité cette région. Et d'ailleurs, nous avons écrit un manuscrit sur ce que nous avons vu à la demande d'un éditeur du Xinjiang. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi ce livre-là n'a pas été édité. Et c'est dommage parce qu'en fait, on racontait tout ce qu'on a vu au Xinjiang, la beauté de ce pays et son développement. Notamment, on avait visité des usines, des écoles, des
des fermes, des entreprises agricoles. On a vu beaucoup de choses comme ça et on racontait ça dans notre livre. C'était presque un livre touristique. J'espère qu'il sera publié un jour. C'est comme ça que ça s'est fait. Alors, cela dit, entre 2016 et 2020, il s'est passé 4 ans pendant lesquels j'ai assisté, j'ai lu, j'ai entendu beaucoup de mensonges sur la Chine et sur le Xinjiang. Et j'hésitais à écrire ce livre parce que je savais que ça allait être difficile dans un contexte où l'ensemble des médias et pratiquement tous les hommes politiques en France disent qu'au Xinjiang, il y a un génocide, il y a 1 million ou 2 millions ou 3 millions de Ouïghours en prison, il y a des prélèvements d'organes forcés sur les enfants ou même sur les Ouïghours adultes. Et donc tout ça est raconté. C'est ce que pense en fait l'opinion publique française. Tout le monde est convaincu de ça, même autour de moi, même autour de mon entourage, même auprès d'amis politiques. Mais on pense que j'ai tort dans ce que je dis. Et je savais que tout ça allait se passer, et je savais que ça allait être difficile pour moi, je savais que j'allais être attaqué. Et donc, j'ai beaucoup hésité. Et puis, l'été dernier, au mois de l'été 2020, j'ai pensé que je devais parler et que j'ai écrit un livre et qui est paru en décembre 2020. Et pour dire, j'ai eu beaucoup de mal à le faire éditer en France, parce qu'en France, on peut faire éditer très facilement un livre anti-chinois, mais un livre qui n'est pas anti-chinois, c'est difficile de le faire éditer. Quand mon manuscrit a été terminé, je l'ai envoyé à 9 éditeurs que je connaissais bien, dont 3 m'avaient déjà édité, donc c'était des amis. Et il y en a 8 qui n'ont pas répondu. Il y en a un 9e, le 9e a répondu pour me soupçonner et me reprocher d'avoir voulu montrer que les Chinois sont moins cruels que ce que disent les médias. Et puis, je m'apprêtais à le faire éditer à l'étranger quand j'ai appris l'existence d'un éditeur français qui s'appelle La Route de la Soie, et dont l'éditrice est une intellectuelle qui est docteur en philosophie et en épistémologie, et qui a créé cette maison d'édition au retour d'un voyage au Xinjiang, où aussi elle était désolée de voir la différence qu'il y avait entre ce qu'elle a vu et ce que disent les médias. Donc elle a créé cette maison d'édition, je l'ai contactée, et je lui ai parlé de mon livre, et avant même de l'avoir lu, sans avoir lu le manuscrit, elle m'a dit qu'elle le prenait. Voilà comment les choses se sont faites. Mais vous ne parlez pas la langue locale, le ouïghour. Comment faisiez-vous pour communiquer avec les locaux? Alors, le fait que je ne parle pas le ouïghour a été reproché par mes adversaires en France, par des médias. Et c'est extraordinaire, ça m'a été reproché notamment par une journaliste d'un média très connu, un média en ligne qui s'appelle Arrêt sur Image, qui est très, très connu en France, et qui a dit que je ne parlais pas la langue ouïghour, et que donc j'avais dû faire appel à des intermédiaires, à des interprètes. Et ça m'a été reproché. Et c'est extraordinaire parce que ce genre de reproche-là n'est jamais fait aux journalistes qui vont partout dans le monde et qui ne parlent pas toujours les langues des pays dans lesquels ils se rendent. Ça n'est jamais reproché aux journalistes. Et par exemple, on ne dit jamais que les gens qui, depuis 2000 ans, nous racontent ce qu'a dit Jésus, ces gens-là ne parlent pas l'araméen et la langue que parlait Jésus. Et pourtant, depuis 2000 ans, et puis tous les dimanches dans les églises en France, on nous raconte ce qu'a dit Jésus. Et par exemple, il y a des livres écrits par des explorateurs qui sont allés dans des tribus amazoniennes sans parler la langue, et qui sont allés qu'une fois, et qui écrivent des livres sur les tribus. On ne le reproche pas. Alors moi, ce que j'ai fait, comme tous les jeunes, quand je suis allé au Tibet avec les journalistes du Figaro et du Monde, on ne parlait pas tibétain non plus. On avait donc des interprètes. Donc j'avais, au Xinjiang, j'avais une interprète qui posait des questions en ouïghour. C'est-à-dire, quelquefois, il a fallu 2 interprètes, parce qu'il m'est arrivé de poser une question à un ouvrier sur un poste de travail, et l'ouvrier ne comprenait pas la question posée en mandarin. Et donc il a fallu que, heureusement, on avait une journaliste kazakh
qui parlait le ouïghour et qui a fait la traduction. Donc tout ça, c'est fait, je fais. Et alors, ce que me dit la journaliste de Paris sur Image en France, elle me dit l'interprète a pu vous mentir. Oui, c'est un risque que courent tous les journalistes du monde qui vont dans tous les pays du monde. Mais moi, il se trouve que mon métier, c'était d'être ergonome, c'est-à-dire c'était d'analyser les situations de travail et d'aller jusqu'au fond de ce que peuvent dire les gens. C'est de faire sortir la vérité quand je parlais avec les ouvriers, les ouvrières, les techniciens, les ingénieurs. En fait, c'est la maïeutique de Socrate. On arrive à faire dire aux gens. Et, donc, et moi, ça, je l'ai exercé au Xinjiang. Et quand on pose 10 fois la même question en 10 endroits différents, à 10 personnes différentes au Ouïghour, si on a 10 fois la même réponse, c'est qu'on peut penser qu'il y a une vérité. Et puis d'autre part, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que chaque fois qu'un Chinois parle, il ment. Voilà. Moi, je fais confiance à l'interprète aussi. Il n'y a pas de raison d'avoir un préjugé défavorable. Donc, oui, je ne parlais pas le ouïghour. Quand j'étais à Pékin ou au Tibet, je ne parlais pas le mandarin ou le tibétain. Mais on arrive, malgré tout, à trouver la vérité. Et moi, je crois que j'ai la vérité. Simplement, il faut avoir le souci, la volonté de ne pas inventer des choses, de ne pas mentir. Ils vous ont reproché surtout parce que vous avez été invité au Xinjiang par le gouvernement chinois. Et dans ces conditions, n'aviez pas peur que ce voyage soit en quelque sorte téléguidé? Alors, il a été un peu, moi je crois que quand des journalistes français montent dans un avion, un charter et se rendent à 50, 60 ou 80, ils vont au Qatar, invités par l'émir du Qatar. C'est pareil. Ou alors, quelquefois, on a aussi des charters qui vont au Maroc, invités par le roi du Maroc. On a des journalistes qui montent dans l'avion présidentiel français quand le président se rend à l'étranger. Donc tout ça existe aussi. Et je ne vois pas pourquoi. Moi, je serais plus naïf. Encore une fois, je vous dis que je suis peut-être moins naïf que les autres, que c'était mon métier de chercher la vérité et de la trouver. Donc, je manipule. Ce qui est vrai, c'est que au Xinjiang, on m'a montré ce qu'on a voulu me montrer. Le Xinjiang est grand comme 3 fois la France. C'est un sixième de la face de la Chine. Je n'ai pas tout vu. Et donc, il y a des choses que je n'ai pas vues, qu'on ne m'a pas montrées et que je n'ai pas vues. Mais ce que j'ai vu, je l'ai vu. Moi, je parle de ce que j'ai vu. Je ne parle pas de ce qu'on m'a raconté. Je parle des choses que j'ai vues. Dans les endroits où tu es allé, il y avait une enseigne. Les gens savaient que ça allait arriver, donc tout était préparé. Mais oui, mais ça, je le sais. C'est pas la peine de me faire une leçon là-dessus. Ça, je le sais. En France, dans une école, quand l'inspecteur d'académie arrive dans une école, la maîtresse d'école a mis ses beaux habits, elle s'est préparée, la classe a été nettoyée, quelquefois elle a été repeinte, on a mis les meilleurs élèves devant, et partout dans tous les pays du monde. Et ça, je sais que là où j'étais, dans les usines, les fermes, les écoles, tout était comme ça, je le sais bien. Je sais analyser ça aussi. Mais il n'empêche que ce que j'ai vu, je l'ai vu. Voilà. Donc j'ai vu des ouvriers sur les postes de travail, j'ai vu des ouvrières, j'ai vu des gens dans les exploitations agricoles. Et ce que j'ai vu, je le raconte. Je n'ai pas besoin de dire que tout est bien. Je raconte quelque chose tel que je les ai vus. Et en tout cas, ce que j'ai vu entre 2007 et 2018, j'ai vu dans un délai de temps aussi court un développement extraordinaire du Xinjiang, extraordinairement rapide. Le Xinjiang est en train de s'arracher à la pauvreté et à un certain retard qui était... Depuis quelques années, la question du Xinjiang est toujours l'un des sujets le plus traités par les médias occidentaux concernant la Chine et surtout de manière négative. En quoi consistent principalement ces fake news dont vous avez parlé dans votre livre? Alors en gros, dans mon livre, dans les premières pages, je mets la liste des fake news, mais il y a une liste impressionnante, effrayante, et toutes démontrent la cruauté des Chinois. C'est à la limite du racisme.
Et donc, je montre ça. Alors, les principales, tout à l'heure on en a parlé, c'est il y a un génocide. Il y a un génocide, et puis il y a aussi une pratique cruelle qui consiste à amputer des Ouïghours, et souvent des enfants, pour prélever les organes et les envoyer dans les pays arabes. C'est très cruel. Et ensuite, il y a aussi 1 million, 2 millions, 3 millions d'Ouïghours qui sont dans des camps de concentration. Donc tout ça, c'est une politique cruelle telle qu'elle est décrite dans les médias. Alors, moi, je disais que pour montrer que tout ça est un mensonge, il allait falloir beaucoup de temps, et je pensais qu'il faudrait peut-être 5 ou 10 ans pour montrer que tout ça était faux, parce que tous les médias occidentaux racontent ça, et donc il y a une unanimité. Et donc ils ne vont pas pouvoir dire un jour, très rapidement, non, c'était faux. Les médias ne disent jamais qu'ils ont menti. Donc je pensais que ça allait être très difficile et très, très long. Mais à grande surprise, il y a déjà tout un tas de mensonges que les médias n'osent plus utiliser. Par exemple, pour les prélèvements d'organes, les grands médias ne parlent plus de ça. Ne parlent plus de ça. Ils en parlaient il n'y a pas très longtemps. Il y a eu sur le journal Libération, un plus grand quotidien français, il y avait un article, une tribune, qui disait halte au prélèvement d'organes, et notamment sur les Ouïghours. Il y avait une tribune là-dessus, un gros titre. Et bien ça, j'ai parlé avec une journaliste de Libération avant-hier, elle ne veut plus qu'on parle de ça. Sur le génocide, ils ont fait un gros titre, le journal Libération a fait un gros titre, génocide, Ouïghour, génocide en cours, en première page. On voyait ça dans les kiosques, en passant, partout on voyait ça. J'ai parlé encore une fois hier, avant-hier, avec cette journaliste. Elle dit non, mais c'est un génocide, non, un ethnocide plutôt. Elle commence déjà à discuter, ou alors elle cherche une nouvelle définition du génocide qui n'est pas la définition du dictionnaire. Donc, une notion plus large du génocide. Donc, il y a comme ça des reculs qui se produisent et qui sont assez rapides. Et puis, il y a un autre recul qui m'a aussi intéressé beaucoup, c'est qu'il y a quelques semaines, quelques mois, tous les journaux, tous les médias, les radios, les télévisions parlaient de camps de concentration dans lesquels les Ouïghours étaient battus, les femmes étaient violées, stérilisées, ont provoqué des ménopauses précoces. Et tout ça, maintenant, ça ne se fait plus comme ça. Il y a déjà là aussi un petit recul. Moi, la journaliste avec qui j'ai parlé, qui est une spécialiste du Xinjiang, c'est la journaliste qui suit le dossier sur le Xinjiang pour le journal Libération, elle ne veut plus parler de camps de concentration. Elle ne veut pas employer le mot concentration. Elle dit le mot des camps d'internement. Donc, il y a déjà un recul chez ces journalistes-là. Je ne sais pas s'ils ont tous lu mon livre ou pas. En tout cas, ils sont assez prudents maintenant et ils ne poursuivent pas les mêmes choses. Ce qu'ils font néanmoins, c'est qu'ils continuent à dire qu'il y a des camps dans lesquels sont enfermés les Ouïghours qui n'ont commis aucun crime. Et donc ça continue à exister. Et vous savez qu'il y a des photos satellites de camps de concentration. C'est comme ça qu'encore on les appelle quelquefois. Et ces photos satellites, il va falloir bientôt qu'ils les abandonnent. On s'est aperçu que chaque fois qu'elles sont publiées avec les longitudes et les latitudes, c'est-à-dire chaque fois qu'on peut vérifier du sol ce qu'elles montrent, chaque fois on voit que ce ne sont pas des camps de concentration. Moi, j'ai fait l'expérience il y a quelques jours avec des photos satellites de camps de concentration. J'ai pris les longitudes et les latitudes. Je suis allé tout simplement avec 2 clics sur Google Maps. Et là, avec Google Maps, on voit les photos au sol. On voit que ça ne correspond pas à ce qui est dit par les médias. Donc, je pense que sur les camps de concentration, et sur ces camps, sur ces photos satellites, il va falloir que très rapidement, on fasse marche arrière. Et puis, il y a aussi leur principal informateur, qui est un anthropologue allemand qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Adrian Zenz,
dont nous parlerons peut-être tout à l'heure, mais cet homme-là est de moins en moins fiable. Et moi, je travaille à montrer que cet homme-là n'est pas fiable du tout. On m'avait posé une question sur pourquoi cette intensification de la campagne sur les Ouïghours. Alors, à vrai dire, elle est pas très récente. En France, en 2009, le ministre des Affaires étrangères du président Sarkozy, et Bernard Kouchner, qui est un ancien ministre socialiste, il a un peu évolué politiquement, il avait parlé des problèmes rencontrés au Xinjiang il avait dit les yogourts. Le yogourt, c'est une sorte de yaourt, il s'était trompé, il confondait yogourt et yaourt. Il avait parlé de ça en 2009. C'est vrai, vous avez raison de le dire, cette campagne s'est intensifiée à partir de 2018. Et moi, je vais vous montrer, je vais vous lire un document qui est tout à fait récent, et c'est une vidéo qu'on peut trouver sur YouTube. C'est une déclaration de Lawrence Wilkerson, qui était l'ancien chef d'état-major du secrétaire d'État américain, Colin Powell. C'est pas n'importe qui, c'est un ancien chef d'état-major de Colin Powell, qui était le ministre des armées américain. Et voilà ce qu'il dit. Je vous le cite. En 2018, la CIA voulait déstabiliser la Chine et les stratèges du renseignement avaient décidé que la meilleure façon de le faire serait de fomenter des troubles parmi les Ouïghours Xinjiang pour faire pression sur Pékin. Les troubles avec les Ouïghours ont été planifiés par la CIA pour déstabiliser la Chine. Moi, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est ce que j'ai expliqué. Et maintenant, là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien chef d'état-major de Colin Powell. Donc, on peut comprendre pourquoi, à partir de 2018, cette campagne s'est intensifiée. Je voudrais terminer sur votre question en parlant d'une nouvelle campagne qui est lancée, et sur la récolte du coton dans les champs de coton. Les journaux font des gros titres, 500 000 esclaves ouïghours dans les champs de coton. 500 000 esclaves. Et donc, c'est une nouvelle campagne qui démarre. Moi, je me suis demandé, parce que je suis journaliste, je cherche la vérité, je me suis demandé pourquoi il y a des esclaves, 500 000 esclaves ouïghours maintenant, et pourquoi il n'y en avait pas en 2019, en 2018, en 2017, pourquoi les récoltes dans les champs de coton se font chaque année. Et pourquoi d'un seul coup, il y a des esclaves, 500 000 maintenant. Alors, je suis allé voir sur le site de l'ONU, la FAO, le Fonds pour l'agriculture et l'alimentation, qui est facile, hein, ONU, FAO, et j'ai regardé ce qu'on disait sur le coton. Les principaux producteurs de coton dans le monde sont les États-Unis, l'Inde, et les États-Unis et la Chine, les trois. Et il se trouve que les prévisions de la FAO font que dans les années qui vont venir, il va y avoir une surproduction de coton. Et donc, si un exportateur de coton est éliminé, n'est plus dans la course, ça va permettre aux États-Unis de vendre mieux leur coton. Et ce n'est pas chez nous, mais des campagnes de presse pour qu'on n'achète plus de vêtements contenant du coton fait par des esclaves du Xinjiang. Vous comprenez? Et donc, il faut toujours. Moi, j'ai écrit des romans policiers aussi. Il y a une règle qui dit qu'il faut chercher à qui profite le crime. Et là, le crime profite aux États-Unis d'Amérique. J'invite tout le monde à aller vérifier pourquoi cette campagne sur les esclaves, sur les champs de coton, arrive aujourd'hui et non pas les années précédentes. Et parce qu'aujourd'hui, on annonce qu'il y a une surproduction du coton et que les États-Unis doivent éliminer un concurrent. Et d'après vous, pourquoi ces fake news sur le Xinjiang sont propagées de cette manière? Comment expliquez-vous ce phénomène? Le Xinjiang, je vous le disais, c'est un 6e de la Chine. C'est aussi une région dans laquelle il y a beaucoup de minerais, du pétrole, du gaz, tout ça. C'est une région précieuse pour la Chine. Et donc, si on pouvait créer des troubles là, on pourrait peut-être freiner le développement de la Chine, parce que le combat qui se passe entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, c'est le combat pour le leadership.
savez, Trump disait America First et Joe Biden dit la Chine, les États-Unis sont prêts à diriger le monde. Non, ce qu'ils veulent, c'est être les premiers. Or, on voit bien que la Chine est lancée dans une progression spectaculaire et elle est en train de dépasser, elle a peut-être déjà dépassé les États-Unis. On voit mal comment on peut arrêter ça. Alors, si vous voulez, pour bloquer pour battre un ennemi, il y a trois armes principales. Et il y en a une qui consiste à faire la guerre. Les États-Unis font toujours la guerre, ils sont toujours en guerre contre un pays, toujours. En général, ils font la guerre dans un pays lointain qui ne peut pas riposter, dans un pays faible. Ils ont fait la guerre en Corée, ils ont fait la guerre au Vietnam, ils ont fait la guerre en Afghanistan, en Irak, en Libye. Enfin, ils vont assez loin de chez eux. Et donc, ils font la guerre. Et donc, ils vont réduire à ces pays-là. Et donc, pour eux, ça va du bénéfice. Ils vont s'emparer des richesses. Mais ce que les États-Unis aiment bien tuer des ennemis, ils aiment bien fabriquer des ennemis, ils aiment bien les tuer. En Irak, on ne sait pas s'ils ont tué 100 000 ou 1 million de morts. Il y a une fourchette assez grande, mais c'est un vrai massacre, c'est un vrai génocide. Mais ce qu'ils n'aiment pas, les Américains, c'est que leurs soldats soient tués. Ils ne veulent pas de morts. Voilà. D'ailleurs, ils n'ont pas de morts chez eux. Depuis la fin de la guerre de sécession, ils n'ont jamais eu une guerre chez eux. Donc, ils ne veulent pas qu'il y ait des morts. Chez eux, ils veulent tuer et pas être tués. Or, ils savent que s'ils attaquent la Chine qui a une armée puissante, qui a l'arme nucléaire, mais ils auront aussi, eux, des dommages chez eux. Ils auront des morts en milliers, ils auront des villes détruites. Et ça, ils ne veulent pas. Donc, pour l'instant, ils ont abandonné l'idée de faire une guerre. Il reste une deuxième arme, c'est l'arme commerciale. C'est-à-dire les droits de douane, les amendes, les refus d'importation, des choses comme ça. Et ça, ils le font, mais malheureusement pour eux, les Chinois ont les moyens de riposter avec les mêmes armes. Donc, c'est un combat un peu égal. Les États-Unis ne gagnent pas grand-chose à faire comme ça des campagnes de répression commerciale. Alors, il leur reste une troisième arme. Et là, je suis heureux de vous dire, dans cette arme-là, ils sont les meilleurs du monde. C'est l'arme de la propagande, de la communication. Ils sont nettement meilleurs que les Chinois. Et d'ailleurs, on le voit, quand ils ont décidé en 2018, quand la CIA a décidé, comme je vous l'ai dit, en parler, le chef d'état-major de Colin Powell, quand la CIA a décidé de s'attaquer au Xinjiang pour déstabiliser la Chine, eh bien, tous les médias du monde suivent les États-Unis. Et en France et en Europe, c'est pas très difficile parce que nos médias qui appartiennent en France, presque tous, à 9 milliardaires pro-américains. Et puis vous savez que l'Europe aussi, l'Europe est pro-américaine. L'Europe n'est pas une entité indépendante. C'est pas un bloc indépendant entre les États-Unis et la Chine. L'Europe est un pays atlantiste qui suit les États-Unis. Enfin, en Europe, il y a l'OTAN. L'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, est une organisation militaire avec des bases militaires américaines. Et en général, les pays d'Europe font la guerre avec les Américains. L'Europe a quand même participé à la destruction de la Yougoslavie, qui était le dernier pays communiste en Europe. Donc, l'Europe n'est pas une entité neutre. Par exemple, récemment, le Parlement européen a voté une motion de condamnation de la Chine à cause de ses crimes sur le Xinjiang. Donc, ce n'est pas une entité neutre. Et la France, malheureusement, depuis la mort du général de Gaulle, a fait un glissement progressif et régulier vers un pro-atlantisme. Et donc, ce que disent les Américains, nous le disons aussi, même si c'est contre notre intérêt. Moi, je crois que la France a une politique étrangère qui est conforme aux intérêts des États-Unis d'Amérique, mais qui n'est pas du tout conforme aux intérêts de la France. Merci. Merci d'avoir accepté notre interview et merci également à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. À la prochaine.